Imaginez ceci. Vous traversez une période difficile, tout semble s'écrouler autour de vous. Vous avez l'impression de perdre le contrôle et cette sensation vous ronge de l'intérieur. Maintenant, imaginez qu'un homme, plus âgé, censé incarner la sagesse et l'expérience, se retrouve lui aussi perdu, submergé par les mêmes émotions chaotiques que vous. Quel est le premier réflexe, la première pensée qui vous vient? C'est souvent une forme de déception, parfois même un léger mépris, parce qu'on attend de lui autre chose. On attend de la solidité, de la sérénité, une ancre dans la tempête. Ce n'est pas une question d'âge, mais de maturité. Et c'est là, dans cet écart entre l'attente et la réalité, que le stoïcisme offre une réponse puissante, non pas pour plaire aux jeunes femmes, mais pour devenir enfin un roc. Un homme qui ne réagit pas, mais qui agit avec conscience. Un homme qui ne se laisse pas définir par les circonstances, mais qui les sculpte avec son caractère. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de pierre, de froideur ou d'indifférence. C'est l'art de discerner, l'art de trier, dans le chaos du monde, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète, cet ancien esclave devenu l'un des plus grands maîtres, posait ce fondement avec une clarté implacable. Il disait en substance, certaines choses sont sous notre contrôle, comme nos opinions, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. Tout le reste, le corps, la réputation, les possessions, le pouvoir, n'est pas entièrement sous notre contrôle. Et voilà la source de toute notre souffrance, de toute notre anxiété. Nous dépensons une énergie folle à vouloir contrôler l'incontrôlable et nous négligeons superbement le seul territoire où nous sommes véritablement souverains, notre fort intérieur. L'homme qui s'énerve dans les embouteillages, qui rumine pendant des jours une remarque déplacée, qui panique face à un imprévu professionnel, cet homme-là a perdu de vue cette frontière sacrée. Il est devenu un jouet pour les événements extérieurs. Et cela, quel que soit son âge, se voit. Cela se sent. Cela transpire dans son regard, dans sa posture, dans sa façon de respirer. Prenons un exemple concret, trop familier. Un homme, avec son expérience, est confronté à un échec. Un projet qui tombe à l'eau, une opportunité qui lui échappe. La réaction non stoïcienne, c'est le blâme. Blâmer les collègues, la conjoncture, la malchance. C'est se plaindre, ressasser, cultiver une amertume qui finit par colorer toutes ces interactions. Il projette alors une énergie de victime, de faiblesse. À l'inverse, l'approche stoïcienne commence par un retour à soi. Que puis-je apprendre de cela? En quoi mes actions ont-elles contribué à ce résultat? Qu'est-ce que cela m'enseigne sur la nature même des ambitions et des attachements? Marc Aurèle, l'empereur qui consignait ses pensées pour lui-même, se rappelait chaque matin: aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, trompeurs, envieux, égoïstes. Ils en sont là parce qu'ils ne peuvent distinguer le bien du mal. Il ne disait pas cela avec colère, mais avec une compassion détachée. Son travail à lui, son seul devoir, était de rester vertueux, juste et rationnel, malgré la médiocrité qu'il pouvait croiser. Cette solidité intérieure, cette capacité à absorber le choc sans se briser ni se pervertir, c'est cela qui inspire le respect profond, pas l'âge, pas le statut, mais la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi, cependant, n'a rien d'un repli frileux. C'est au contraire une force active, une présence au monde qui se caractérise par une vertu cardinale du stoïcisme, la clarté du jugement. Sénèque, le dramaturge et conseiller de Néron, écrivait des lettres magnifiques sur la tranquillité de l'âme. Il y expliquait que nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par le jugement que nous portons sur eux. Un retard, une critique, un refus ne sont en soi que des faits neutres. Ce qui les charge de négativité, c'est notre interprétation immédiate, souvent teintée d'ego blessé ou de peur. L'homme qui réagit à vif, qui s'emporte, qui prend personnellement ce qui ne l'est pas, révèle une chose: son jugement est esclave de ses premières impulsions. Il n'y a pas de pause, pas d'espace entre le stimulus et la réaction. Et c'est précisément dans cet espace que réside notre liberté. Imaginez un homme plus âgé dans une discussion animée, peut-être même un conflit. La tentation, nourrie par des années d'habitude et une certaine idée de son autorité, serait de hausser le ton, d'imposer son point de vue par la force de sa voix ou de son statut. C'est une réaction primitive, presque infantile. Le stoïcien, lui, pratique ce que Marc Aurèle appelait retirer l'opinion ajoutée. Face à une provocation, il s'interroge: en quoi cette parole me nuit-elle réellement? Mon caractère, ma vertu en dépendent-ils? Il comprend que la colère de l'autre lui appartient.
pas à lui. Il peut donc répondre, non pas sous le coup de l'humeur, mais avec une réponse choisie, mesurée, parfois même par le silence. Ce silence-là n'est pas de la faiblesse, c'est une forteresse. Il démontre que son estime de soi ne dépend pas de l'approbation ou de la soumission d'autrui. Pour une jeune femme, ou pour quiconque d'ailleurs, observer cela est saisissant. On voit un homme qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, car sa présence, calme et assurée, parle pour lui. Cela nous amène à un autre pilier, l'acceptation radicale de la nature des choses et surtout de l'impermanence. Rien n'est éternel. Nos corps changent, les situations évoluent, les relations se transforment. L'homme qui essaie désespérément de figer le temps, de s'accrocher à une image de jeunesse, de force ou de succès passé, se met en guerre contre la réalité. Il devient crispé, ridicule parfois. Le stoïcisme nous invite à embrasser le flux du monde. Marc Aurèle se répétait: le temps de la vie humaine est un point, la substance est un flux, la perception est obscure, le corps est périssable, l'âme est un tourbillon. Cette méditation n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle nous ancre dans l'instant présent, le seul qui nous appartienne vraiment. Un homme qui a intégré cela ne joue pas un rôle. Il ne cherche pas à paraître plus jeune qu'il n'est. Il assume son âge, ses expériences, ses épreuves, comme les marques honorables d'un voyage. Cette authenticité, cette absence de prétention est d'une dignité immense. Elle communique une sécurité intérieure bien plus attractive que tous les artifices. Car on sent qu'il est en paix avec lui-même, et donc capable d'être en paix avec les autres. L'application pratique est quotidienne. Elle commence par ce que les stoïciens appelaient la préméditation des mots, ou premeditatio malorum. Il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme, mais d'envisager sereinement tout ce qui pourrait mal tourner dans la journée. Un rendez-vous qui pourrait être annulé, un travail qui pourrait être critiqué, un désaccord qui pourrait survenir. En visualisant ces scénarios à froid, on désamorce leur pouvoir de nous surprendre et de nous déstabiliser émotionnellement. Quand l'événement survient, et il surviendra, on l'a déjà pratiqué. On n'est plus dans la réaction de panique, mais dans l'action réfléchie. On devient celui qui garde la tête froide quand tout le monde perd la sienne. Cette capacité est le signe ultime d'une maturité opérationnelle. Elle ne s'acquiert pas avec les années, mais avec la discipline de l'esprit. C'est cette discipline qui manque cruellement à l'homme qui, malgré son âge, semble encore ballotté par chaque petite vague de la vie. Cette discipline, justement, ne vise pas à créer un homme insensible, mais un homme intégré. L'un des grands malentendus sur le stoïcisme est de croire qu'il prône l'éradication des émotions. En réalité, il propose de les transformer. Il ne s'agit pas de ne plus ressentir la colère, la tristesse ou la peur, nous sommes humains, mais de ne pas se laisser gouverner par elles. Épictète, avec son franc-parler, disait à peu près ceci: ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais l'idée que nous nous en faisons. Lorsqu'un événement déclenche en nous une émotion violente, le travail stoïcien consiste à faire une pause, à identifier le jugement sous-jacent qui alimente ce feu. Je suis humilié, c'est injuste, je ne peux pas le supporter. Puis à examiner ce jugement à la lumière froide de la raison. Est-ce vrai? En quoi mon vrai bien, qui réside dans ma vertu, mon caractère, est-il menacé? Souvent, on découvre que notre ego est la seule chose véritablement touchée. Et l'ego, les stoïciens nous le rappellent, est une construction fragile, sans valeur réelle. Appliquons cela à une situation où le regard des autres, et particulièrement celui d'une jeune femme, peut sembler pesant. Un homme plus âgé qui cherche à impressionner, à prouver sa valeur par des signes extérieurs, récit de ses exploits, étalage de ses ressources, position sociale, commet une erreur fondamentale. Il place son estime de soi dans des biens indifférents, selon la terminologie stoïcienne. Des choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises selon l'usage qu'on en fait, mais qui ne sont pas le bien suprême. Le bien suprême, c'est l'excellence du caractère. En cherchant la validation dans l'approbation extérieure, il se met en position de dépendance. Il devient vulnérable. Un silence, un regard neutre, une désapprobation discrète suffisent alors à l'ébranler. On perçoit cette insécurité, cette quête de confirmation. À l'inverse, l'homme qui a cultivé une valeur intérieure inaliénable n'a pas besoin de se mettre en scène. Sa confiance est tranquille, elle ne demande rien. Il peut écouter plus qu'il ne parle, par intérêt sincère et non par stratégie. Il peut reconnaître ses limites sans y voir une atteinte à sa dignité. Cette authenticité désarmante est ce qui crée une connexion réelle,
bien au-delà des jeux sociaux et des apparences. La leçon pratique ici est celle du point de vue de l'univers ou de la vue d'en haut, une technique chère à Marc Aurèle. Lorsque vous vous sentez pris dans les petitesses d'une situation sociale, dans l'angoisse de faire bonne impression, prenez du recul. Visualisez-vous, non pas au centre de votre propre drame, mais comme une infime partie d'un vaste monde, d'une longue histoire. Vos angoisses présentes, vos peurs du rejet, semblent-elles si monumentales sous cet angle? Cette personne en face de vous, avec son propre jugement, n'est-elle pas, elle aussi, en proie à ses doutes et à ses désirs? Cet exercice dissout l'ego et instille une profonde humilité. Il rappelle que nous participons tous à la même condition humaine, avec nos forces et nos faiblesses. L'homme qui parvient à incarner cette perspective n'est plus dans la compétition ou la séduction superficielle. Il est dans la connexion humaine, simple et directe. Et paradoxalement, c'est cette absence totale de besoin qui peut devenir la plus grande forme de présence et d'attrait. Cela requiert une vigilance de chaque instant, une pratique que les stoïciens comparaient à celle d'un gardien à l'entrée de son esprit. Il s'agit de filtrer les impressions qui s'y présentent, de ne pas les laisser entrer sans examen. Une critique est-elle une insulte ou un simple feedback? Un refus est-il un rejet de ma personne ou une décision logique dans un contexte donné? En exerçant ce filtre, on cesse d'être une marionnette dont les émotions tirent les ficelles. On devient l'auteur de sa propre réponse. Et c'est cette réponse, choisie et non subie, qui définit notre caractère. Pour reprendre une image de Sénèque, l'homme sage est comme un bon nageur. Il n'empêche pas les vagues de venir, c'est impossible, mais il sait nager à travers elles sans se noyer. L'homme qui panique et s'agite au premier ressac, quel que soit son âge, inspire la crainte, pas la confiance. Celui qui garde son calme et son cap, même dans la houle, inspire un respect qui va bien au-delà des apparences. Ce cap, justement, ne se trouve pas à l'extérieur. Il est ancré dans un sens profond du devoir et de la vertu, ce que les stoïciens appellent le katékon, l'action appropriée. Agir en accord avec la nature rationnelle et sociale de l'être humain. Pour un homme, et particulièrement pour un homme ayant vécu un certain nombre d'années, cela se traduit par un rôle, celui de guide, non par la domination, mais par l'exemple. Marc Aurèle, qui dirigeait l'empire le plus puissant du monde, se répétait qu'il devait se lever pour faire son travail d'homme. Non pas pour la gloire, mais parce que c'était sa fonction dans l'ordre du monde. L'homme plus âgé qui comprend cela cesse de chercher à prendre, à consommer, à prouver. Il cherche à contribuer, à protéger, à enseigner par sa simple manière d'être. Son attention se tourne naturellement vers les autres. Que puis-je apporter à cette conversation? Comment puis-je rendre cette situation plus agréable, plus juste, plus productive pour tous? Cette orientation vers le service et le bien commun est d'une noblesse silencieuse qui contraste violemment avec l'égocentrisme juvénile. Prenons l'exemple d'une relation, quelle qu'elle soit. L'attitude non stoïcienne est souvent teintée de possessivité, d'attentes non dites, de peur de la perte. On essaie de contraindre l'autre, de le modeler selon nos désirs, par jalousie ou par insécurité. C'est une forme de faiblesse déguisée en force. L'attitude stoïcienne, elle, reconnaît l'autre comme un être libre et souverain. Sénèque, dans ses lettres sur l'amitié, insiste sur le fait qu'il faut aimer ses amis en ayant toujours à l'esprit qu'un jour, ils pourraient cesser de l'être. Cela ne signifie pas aimer à moitié, mais aimer sans addiction, sans faire reposer son équilibre émotionnel sur la possession de l'autre. Aimer la vertu qu'on voit en eux et non ce qu'ils peuvent nous apporter. Transposer, cela signifie qu'un homme mûr approche l'autre sans exigence, sans pression. Il offre sa présence, son écoute, sa stabilité, sans contrat implicite. Il est capable d'affection profonde tout en respectant la liberté absolue de l'autre. Cette maturité émotionnelle est extrêmement rare. Elle communique une force tranquille et une sécurité profonde, car on sent que cet homme est complet en lui-même. Il n'est pas là pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Cette plénitude, bien sûr, ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un travail intérieur constant, d'une hygiène de l'esprit. Et c'est peut-être ici que le bas blesse pour beaucoup. On imagine la sagesse comme un état passif, atteint avec l'âge. La vérité stoïcienne est tout autre. C'est un combat actif, un entraînement quotidien. L'âge, sans cette discipline, ne produit pas de la sagesse, mais simplement de l'usure, voire de l'aigreur. L'homme qui n'a pas travaillé sur lui devient souvent plus rigide, plus critique, plus cynique.
Il blâme le monde qui change, les nouvelles générations qu'il ne comprend plus, au lieu de se remettre en question. Le stoïcisme nous prescrit l'exact opposé. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer la patience, la modération, le courage, la justice. Chaque contrariété est un exercice. Chaque personne difficile est un professeur envoyé pour tester notre caractère. Cette attitude transforme la vie elle-même en un dojo, un lieu d'entraînement. L'homme qui vit ainsi ne vieillit pas, il grandit, et cette croissance intérieure se perçoit dans une curiosité qui demeure vive, une adaptabilité préservée, une ouverture d'esprit qui refuse de se scléroser. Cela nous amène à une vertu pratique essentielle, le détachement vis-à-vis des résultats. Épictète conseillait de jouer pleinement son rôle dans la pièce de théâtre de la vie, mais de rester indifférent au succès ou à l'échec de la production. Votre devoir est de bien jouer, de dire vos répliques avec conviction et justesse. Mais si la pièce est sifflée, si le public se détourne, cela ne vous regarde plus. Appliqué à notre sujet, cela signifie qu'un homme doit agir avec intégrité, clarté et bienveillance. Point. Il ne doit pas agir dans le but précis d'être aimé, admiré ou désiré, car ce but-là n'est pas sous son contrôle total. En le prenant comme objectif suprême, il se met à manipuler, à calculer, à jouer un personnage. Et tôt ou tard, la supercherie est percée à jour. L'authenticité est trahie. Agissez parce que c'est juste, parce que c'est votre nature d'homme rationnel et social de le faire. Les conséquences, l'affection, le respect, l'attraction, deviennent alors des biens secondaires qui peuvent survenir, ou pas, mais qui ne définissent en rien votre valeur. C'est cette liberté intérieure vis-à-vis du résultat qui donne à l'action sa grâce et sa puissance véritable. Cette liberté intérieure est le socle sur lequel se construit une véritable autorité, non pas celle qui s'impose, mais celle qui s'impose d'elle-même, par évidence. L'autorité stoïcienne n'a rien à voir avec le pouvoir ou la domination. Elle émane de la cohérence parfaite entre les paroles et les actes, entre les principes affichés et la vie vécue. Marc Aurèle insistait. N'agis plus comme si tu devais vivre 10 000 ans. La fatalité est suspendue sur ta tête. Tant que tu vis, tant que tu en es capable, deviens bon. L'urgence n'est pas de conquérir, mais de se rectifier. L'homme qui incarne cette cohérence devient une référence naturelle, non parce qu'il le réclame, mais parce que son simple comportement sert de boussole. Dans le tumulte des opinions et des émotions, sa clarté mentale offre un point de repère stable. Pour une jeune femme, ou pour quiconque en quête de sens et de stabilité, rencontrer une telle personne est un soulagement. C'est rencontrer quelqu'un qui ne projette pas son chaos intérieur sur les autres, mais qui, au contraire, offre un espace de calme et de raison. Mais comment cultiver cette cohérence au quotidien, face aux irritations et aux déceptions? La pratique stoïcienne offre un outil précieux, l'examen de conscience du soir. Sénèque le pratiquait religieusement. Avant de s'endormir, il passait en revue sa journée. Quel défait ai-je vaincu aujourd'hui? À quelle tentation ai-je cédé? Quelle action pourrait être améliorée? Il ne s'agissait pas de se flageller, mais de s'observer avec l'objectivité d'un médecin examinant un patient. Cet exercice brise l'orgueil et entretient l'humilité. Il empêche l'homme de se croire arrivé au-dessus des luttes ordinaires. Il maintient vivante la conscience que la vertu est un chemin, jamais un état acquis. L'homme qui pratique cela ne tombe pas dans le piège de la supériorité morale si repoussante. Il reste un étudiant de la vie, éternellement en apprentissage. Cette humilité active est l'une des qualités les plus puissantes qui soient, car elle est associée à une force réelle. On respecte profondément l'homme fort qui sait reconnaître ses faiblesses, bien plus que l'homme faible qui prétend être fort. C'est ici que nous touchons à un point crucial. L'antidote stoïcien à la peur du jugement et au besoin de validation. Cette peur est souvent ce qui pousse un homme à adopter des comportements inauthentiques, à forcer son trait, à chercher à plaire à tout prix. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais révolutionnaire. L'opinion des autres sur nous ne nous appartient pas. C'est un bien extérieur, un indifférent. Ce qui compte, c'est l'opinion que nous avons de nous-mêmes, à l'aune de notre propre intégrité. Épictète lançait cette question provocante. Tu veux être bien vu? Très bien. Mais sais-tu déjà si tu es digne d'être vu? Commence par te rendre digne à tes propres yeux. Travaille sur ton caractère. Le reste est du bruit. Quand cette conviction est ancrée, un changement profond s'opère. Le regard des autres perd son pouvoir paralysant. On peut alors interagir avec une présence totale, sans arrière-pensée calculatrice.
On est pleinement dans l'échange, non dans l'autosurveillance anxiogène. Cette liberté d'être, cette absence de tension, est extrêmement attractive. Elle donne l'impression à l'autre d'être face à quelqu'un de vrai, de sûr, avec qui on peut se détendre et être soi-même. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Cette maîtrise de la parole est justement un domaine où la philosophie stoïcienne apporte des éclairages décisifs, car la parole est le reflet direct de l'état de l'âme. Sénèque avertissait, la parole doit être mesurée et ne pas déborder. L'homme qui parle trop, qui coupe la parole, qui monopolise la conversation par des anecdotes centrées sur lui, trahit une nervosité intérieure, un besoin de s'affirmer. Le stoïcien cultive la parole utile, vraie, bienveillante et nécessaire. Il sait aussi la valeur du silence. Il écoute pour comprendre et non pour préparer sa réplique. Cette qualité d'écoute, rare et précieuse, fait sentir à l'interlocuteur qu'il est vraiment vu et entendu. Elle crée un lien d'une toute autre qualité qu'un monologue brillant. Elle démontre une maîtrise de soi et un respect de l'autre qui sont les marques d'une maturité émotionnelle achevée. C'est dans ces détails concrets, une écoute active, une parole mesurée, un silence plein, que la philosophie prend vie et devient visible aux yeux du monde. Finalement, le voyage stoïcien nous ramène à l'essentiel, la construction d'un caractère inébranlable qui n'a plus besoin des oripeaux de l'approbation extérieure pour exister. Cet homme, quel que soit son âge, ne séduit plus. Il attire. Il ne convainc plus. Il inspire. La différence est fondamentale. La séduction est une tactique tournée vers l'extérieur, souvent épuisante, basée sur le paraître et l'illusion. L'attraction est une conséquence naturelle, une force gravitationnelle qu'émet une personne centrée, intégrée et vertueuse. Marc Aurèle, dans Le secret de ses pensées, se donnait cette instruction. Sois comme le promontoire contre lequel les vagues viennent continuellement se briser. Il reste debout, et autour de lui l'écume de l'eau s'apaise. Cette image est puissante. L'homme stoïque n'est pas la vague, impulsive et changeante. Il n'est pas non plus le rivage qui se laisse éroder. Il est le promontoire. Solide, immuable dans sa nature, il résiste aux assauts du chaos extérieur et par sa seule présence stable, il apaise les tumultes autour de lui. Cette paix intérieure n'est pas un état de mollesse ou de résignation. C'est une paix active, vigilante, nourrie par un engagement quotidien envers l'excellence morale. Elle permet d'aborder toutes les situations, y compris les relations humaines, avec une profonde sérénité. On n'est plus dans l'attente anxieuse d'un signal, d'une validation. On est présent, offrant la meilleure version de soi-même, simplement parce que c'est la bonne façon de vivre. Et c'est dans cet espace libre de tout besoin que la vraie connexion peut naître. Une connexion qui n'est pas une transaction, mais une rencontre entre deux libertés. C'est cette qualité de présence, rare et précieuse, qui laisse une empreinte durable, bien au-delà des premiers instants d'une rencontre. Alors, que faire concrètement? Dès aujourd'hui, le stoïcisme nous offre une feuille de route simple dans son principe, exigeante dans sa pratique. Premièrement, chaque matin, rappelez-vous la distinction fondamentale entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Fixez votre énergie sur le premier cercle, vos jugements, vos valeurs, vos actions. Deuxièmement, dans la journée, lorsqu'une émotion forte surgit, faites une pause, interrogez le jugement qui la sous-tend, démêlez les faits de vos interprétations. Troisièmement, le soir, examinez-vous, sans complaisance, sans cruauté. Reconnaissez vos progrès, identifiez vos rechutes. Cette boucle de pratique, préparation, action, réflexion, est le cycle qui forge le caractère. Elle ne promet pas la richesse, la célébrité ou le succès amoureux. Elle promet quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté intérieure, la paix de l'âme et la dignité, des biens que personne ne pourra jamais vous ôter. C'est là le message ultime. Le véritable pouvoir d'un homme ne réside pas dans ce qu'il contrôle à l'extérieur, mais dans la souveraineté qu'il exerce sur son propre royaume intérieur. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais la façon dont on les a utilisées pour se construire. Un jeune homme peut être stoïque, un homme plus âgé peut ne pas l'être. Mais lorsque la maturité des expériences rencontre la discipline d'une philosophie de vie comme le stoïcisme, alors émerge une forme de masculinité à la fois rare, rassurante et profondément inspirante.
une masculinité qui protège sans étouffer, qui guide sans imposer, qui aime sans posséder. Si ces réflexions résonnent en vous, si vous sentez que cette voie de la clarté et de la maîtrise de soi mérite d'être explorée plus avant, je vous invite à poursuivre ce voyage avec nous. Des vidéos comme celle-ci, où nous décortiquons les sagesses antiques pour les appliquer aux défis modernes, sont publiées régulièrement. Pour ne manquer aucune de ces leçons, le meilleur moyen est de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous transformerez votre fil d'actualité en une source continue de réflexion et de croissance personnelle. L'abonnement est un petit geste, mais il signale à l'algorithme votre intérêt pour ce type de contenu et il vous garantit de ne pas passer à côté des prochaines explorations. En attendant, souvenez-vous de la leçon centrale. Vous n'êtes pas vos circonstances, vous n'êtes pas le regard des autres, vous n'êtes même pas vos émotions passagères. Vous êtes la faculté qui les observe et qui choisit comment y répondre. Cultivez cette faculté, chérissez-la. C'est elle, et elle seule, qui fait de vous un homme libre. Un homme qui, finalement, n'a plus à s'inquiéter de ce que les autres aiment ou n'aiment pas, car il est devenu, à ses propres yeux et par son propre travail, aimable.